Bonsoir et bienvenue à tous. J'ai le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de notre séminaire sur la connaissance pratique, le professeur Annalisa Coliva. Annalisa est professeure à l'université de Modène et Reggio Emilia. Elle est directrice adjointe du centre de recherche en philosophie Cogito de Bologne. Après des études en Italie à Bologne, puis à Vercelli, en doctorat en philosophie du langage, le professeur Coliva a aussi étudié en Écosse, à St. Andrews, où elle a reçu un PhD sous la direction de Crispin Wright. Elle a obtenu par la suite des bourses de postdoc en Italie, Bologne et Modène, et en Suisse, à Fribourg. Elle a été Fulbright Fellow à Columbia, Fellow of the Italian Academy à Columbia University à New York, et Alexander von Humboldt Fellow à Heidelberg. Professeur invité aussi à l'université Paris 7 et au Scripps College, Californie. Elle a aussi assuré des cours récemment à l'université de Genève. Le professeur Coliva est l'auteur de très nombreux ouvrages en italien et en anglais, dont les plus récents sont Extended Rationality, A Hinge Epistemology, 2015, Paul Grave, Moore and Wittgenstein, Skepticism, Certainty and Common Sense, Paul Grave, 2010, Scetticismo, Dubbio, Paradosso, Conoscenza, La Terza, 2012, I modi del relativismo, La Terza, 2009. Elle a également publié de nombreux articles sur des sujets touchant à l'épistémologie, à la philosophie de l'esprit, à l'histoire de la philosophie analytique et sur la première personne. Elle a notamment dirigé la publication d'ouvrages collectifs nombreux comme The Self and Self-Knowledge, Oxford University Press, 2012, Mind, Meaning and Knowledge, Themes from the Philosophy of Crispin Wright, Oxford University Press, 2012, et avec Daniel Moyal-Charrock et Volker Moons, Language, Mind and Action, 2015, de Grüter. Elle est également engagée dans l'écriture de 2 livres, l'un consacré à la connaissance de nos états mentaux, The Varieties of Self-Knowledge, chez Paul Grave, et l'autre portant sur le relativisme, en collaboration avec Maria Bagramian, Relativism chez Routledge. Je suis vraiment très très heureuse aujourd'hui de l'accueillir. Je tiens à Annalisa Coliva pour une des philosophes contemporaines les plus importantes. Je suis donc ravie qu'elle vienne aujourd'hui nous instruire sur les relations entre la connaissance pratique et la compétence linguistique. Merci beaucoup, Claudine. C'est un plaisir et un honneur d'être ici. Et bonjour, bonsoir à vous. Je m'excuse, mais je suis un peu enrhumée, et donc on va voir. Et le sujet d'aujourd'hui est connaissance pratique et compétences linguistiques. Vous avez un handout, en fait, un résumé de mon exposé, et il y aura des citations que je vais traduire pendant mon exposé. Donc, dans cet exposé, je voudrais aborder la distinction entre connaissance pratique et connaissance propositionnelle ou théorique par rapport à la compétence linguistique. Tout d'abord, je vais vous présenter la distinction entre savoir qu'est et savoir comment, en considérant ces aspects saillants. Et puis, je vais expliquer brièvement la position de Chomsky sur la compétence linguistique, position qui repose fondamentalement sur l'idée que la maîtrise de la langue n'est pas une connaissance pratique, mais une connaissance propositionnelle. Ensuite, je critiquerai les arguments avancés par Chomsky à l'appui de sa thèse. Et enfin, je présenterai quelques remarques à soutien de la thèse que la compétence linguistique est une connaissance pratique. Donc, sur la connaissance pratique et propositionnelle. La distinction entre connaissance pratique et propositionnelle est souvent illustrée par des exemples tels que, vous les avez sur l'handout, j'en sais que Paris est la capitale de France et Jean sait faire du vélo. Dans le premier cas, nous pouvons dire que Jean sait que Paris est la capitale de France parce qu'il croit la proposition que Paris est la capitale de France, la proposition qu'il croit est vraie, et, au moins en première approximation, Jean a une justification,
généralement relevant d'un témoignage, pour croire que Paris est la capitale de France. Dans le second cas, par contre, le fait que Jean sait faire du vélo ne dépend pas du fait qu'il croit un certain nombre de propositions, celles qui décrivent conjointement tout ce qui est nécessaire pour faire du vélo et a une justification pour chacune d'elles, mais du fait qu'il est en mesure de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir faire du vélo. Il sait monter sur le vélo, y rester en équilibre, diriger les guidons, freiner de manière appropriée, etc. On a parfois soutenu que savoir faire du vélo consiste en avoir une certaine aptitude, celle de faire du vélo. Cette capacité pourrait ne pas se manifester pour un certain nombre de raisons, mais être néanmoins là. Par exemple, Jean pourrait se casser une jambe et ne plus être en mesure de faire du vélo. Mais cela ne signifie pas qu'il a perdu la capacité ou l'aptitude de le faire. Cela signifie simplement qu'il ne peut plus les manifester. Donc, on doit distinguer entre avoir une compétence et manifester la compétence ou l'aptitude. Cette idée peut être exprimée en termes modaux en disant que, ceteris paribus, Jean sait encore faire du vélo parce que s'il n'était pas cassé la jambe, il pourrait le faire. Donc, pour évaluer ces conditionnels contrefactuels, il suffit de se placer dans un monde possible dans lequel Jean n'a pas une jambe cassée et voir que les autres conditions restant les mêmes, il est toujours en mesure de faire du vélo. Comme par hypothèse, rien ne diffère de la situation dans laquelle Jean n'a pas une jambe cassée et sait faire du vélo, à part que dans ce monde, Jean n'a pas la jambe cassée, nous n'avons aucune raison de nier qu'il y a encore l'aptitude en question, même s'il n'est pas capable, dans le monde actuel, de la manifester. Le compte rendu de la connaissance pratique en termes d'aptitude est parfois enrichi en notant qu'on ne manifeste pas de savoir-faire quelque chose seulement en faisant cette chose-là, mais aussi en accomplissant des actions qui lui sont liées. Comme Gilbert Ryle l'écrit, vous avez ça sur l'handout, car il n'y a pas qu'une façon de mettre en pratique un savoir comment. Soit la capacité de nouer une demi-clé, les marins qui nouent des demi-clés rectifient celles que d'autres ont mal amorcées, instruisent des débutants en critiquant ou en appréciant leur mouvement, remontent d'un non raté à l'erreur qui en était la cause ou prédisant les résultats de telle ou telle maladresse de procédure, manifestant tous les mêmes savoirs communs. Savoir faire une demi-clé semble donc consister dans la disposition à accomplir ces autres activités dans des circonstances appropriées. Et toujours Ryle a écrit « Le savoir commun, donc, est une disposition, mais non une disposition simple, telle qu'un réflexe ou une habitude. » L'exercice de ces savoirs communs consiste donc dans l'observation des règles et des canons, ou dans l'application des critères. En outre, cet exercice peut être public ou non, peut consister en acte accompli ou en acte imaginé, un mot prononcé à haute voix ou pour soi-même, une image peinte sur toile ou vue des yeux de l'esprit. Enfin, l'exercice de ce savoir commun peut consister en un amalgame de ces deux types d'activités. Donc, l'analyse dispositionnelle est parfois considérée comme supérieure à celle en termes d'aptitude, car elle permettrait de dire qu'on a perdu l'aptitude lorsqu'on n'est plus en mesure de la manifester, sans que ceci implique qu'on ne sait plus faire une certaine chose. Par exemple, Jean pourrait encore compter comme quelqu'un qui sait faire du vélo, même si du fait qu'il s'est cassé une jambe, il n'y a plus l'aptitude de faire du vélo, car il pourrait expliquer aux autres comment le faire.
Cette défense est cependant très faible, à mon avis. Si Jean n'a pas l'aptitude de faire du vélo parce qu'il y a une jambe cassée, alors il n'est pas clair pourquoi devrait-on dire qu'il sait faire du vélo. Si on veut le dire, c'est qu'on a l'intuition modale que nous avons vue plus tôt. Donc, plutôt que de rejeter l'analyse en termes d'aptitude en faveur de celle dispositionnelle, spécifiée comme on l'a indiqué, il me semble plus approprié de préserver l'analyse en termes d'aptitude et de dire que si Jean a une jambe cassée, il y a encore l'aptitude de faire du vélo, si le contrefactuel approprié est vrai, mais il ne peut plus la manifester. Bien sûr, on pourrait dire que la connaissance de certaines propositions compte comme connaissance pratique. Ryle appelle celle-ci une forme d'intellectualisme. Dans sa forme la plus simple, l'intellectualisme dit que savoir comment faire du vélo, ou parler une langue, ou encore jouer un jeu, est juste la même chose que connaître un certain ensemble de propositions, peut-être en une certaine manière. Par exemple, savoir faire du vélo est juste la même chose que connaître les propositions qui décrivent correctement et complètement l'effet de faire du vélo. Exercer la connaissance pratique de chacune de ces choses est, pour ce savoir propositionnel, juste le même que gouverner les actions qu'on accomplit. Si la connaissance pratique est juste la même chose que connaître un certain ensemble de propositions, il peut sembler approprié d'exiger que les connaisseurs connaissent ces propositions. Par exemple, si savoir faire du vélo est juste le même que connaître un certain ensemble de propositions à propos de comment agir en certaines circonstances, alors une manière de tester la vérité de cette thèse pourrait être de vérifier si les gens qui savent faire du vélo connaissent les propositions en question. Ils ne sont pas, cependant, que ce soit le cas. Les gens qui savent faire du vélo peuvent tout au plus dire des choses comme « j'ai fait du vélo en pédalant, en gardant l'équilibre sur la selle, en braquant à gauche si je vais tourner à gauche, etc. » Mais beaucoup de gens qui ne savent pas faire du vélo peuvent dire les mêmes choses. Ce que ceux qui savent faire du vélo peuvent faire et que ceux qui ne savent pas faire du vélo ne peuvent pas faire est faire les choses dans cette liste. Qui plus est, les gens ont tendance à donner des réponses incorrectes à des questions à propos de comment faire plusieurs choses qu'ils savent parfaitement faire. En résumant les résultats pertinents de la psychologie cognitive, Charles Wallis écrit, vous avez ça dans le handout. 1. Les sujets accomplissent souvent des tâches sans avoir des expériences conscientes de se souvenir qu'ils savent comment accomplir la tâche, de percevoir qu'ils sont en train de l'accomplir, d'identifier la tâche qu'ils sont en train d'accomplir ou de savoir qu'ils peuvent l'accomplir. 2. Les sujets ne peuvent pas souvent articuler les informations, ni indiquer l'ensemble des dispositions qui constitueraient le contenu de leurs croyances supposées lorsqu'on les interroge explicitement à propos de ces informations et dispositions. 3. Les sujets ne manifestent souvent aucune conscience des éléments environnementaux ni des informations qui, selon l'analyse, ont influencé grandement leurs réponses. Et par conséquent, ils ne nous donnent aucune raison de supposer qu'ils croient que les informations sont appropriées à la tâche qu'ils accomplissent. 4. Les sujets donnent souvent des explications du raisonnement étant à la base de leur performance qui sont clairement fausses ou tout à fait invraisemblables. En outre, ces explications sont en contradiction avec toute croyance à propos de la façon dont ils ont en effet accompli la tâche. Ce qui fait qu'on ne peut pas supposer que les sujets entretiennent des croyances vraies
à propos de la façon dont, en réalité, ils accomplissent la tâche. Bon. La façon naturelle pour l'intellectualiste de résister à cet argument est en rejetant la prémisse que toute connaissance propositionnelle est déclarative. Comme le dit Jerry Fodor à l'appui de cette stratégie, certains parmi les arguments anti-intellectualistes échouent parce qu'ils confondent savoir que et l'aptitude à expliquer le comment. Ainsi, notre connaissance serait tacite. Et on va revenir plus tard sur la connaissance tacite. Pour le moment, notons seulement que l'argument tiré de la littérature sur la psychologie cognitive n'est pas simplement que lorsqu'on sait comment faire du vélo, on ne peut pas verbaliser aucune connaissance propositionnelle. Comme le souligne Wallis, nous nions les faits concernant comment nous faisons les choses. Et cela semble, prima facie, une évidence contre l'intellectualisme. L'argument récent en faveur de l'intellectualisme le plus influent est celui de Jason Stanley et Timothy Williamson, qui a été ici, je pense, 2 semaines. Ouais. Ce qui attire l'attention de Stanley et Williamson est la symétrie entre les attributions des connaissances pratiques et des attributions impliquant d'autres connaissances à propos du sujet, du lieu, du temps, des raisons, etc. Il s'agit de questions WH en anglais comme why, where, when, who. Par exemple, juste comme nous disons je sais comment faire du vélo, nous disons aussi je sais où est le vélo, en anglais, Jean knows where the bike is. Et il y a la question WH. 3, Jean sais qui a été le dernier à faire du vélo. En anglais, Jean knows who was the last one who used it. 4, Jean sais pourquoi ils ont volé le vélo. Et donc, en anglais, Jean knows why the bike has been stolen. Une approche unifiant aux constructions relatives à ces différents types de connaissances semble avoir une simplicité théorique admirable. Ce qui est plus, la littérature linguistique semble convenir que ces constructions doivent toutes recevoir un traitement en termes de connaissances propositionnelles. Stanley et Williamson soutiennent que nous devrions interpréter ces énoncés comme il suit. 2. J'en sais de quelque lieu qu'elle est le lieu où se trouve le vélo. 3. J'en sais de quelle personne est-ce que est la personne qui a fait du vélo le dernier. 4. J'en sais de quelle raison A que A est la raison pour laquelle le vélo a été volé. Il semble naturel alors de donner un comprendu similaire du savoir-faire. Et donc, 1. J'en sais d'une certaine façon W que W est une façon de faire du vélo. Le problème, cependant, est qu'on peut savoir d'une certaine façon W que W est une façon de faire du vélo ou de jouer une sonate de Bach sans savoir pour autant faire du vélo ou jouer une sonate de Bach. Dire que la façon W est pratique ne résout pas le problème, car ou bien on suppose que ceux qui connaissent W ont une connaissance pratique, et alors on n'a pas réduit la connaissance pratique à la connaissance propositionnelle, mais on a seulement décrit la connaissance pratique en disant qu'elle consiste à savoir pratiquement une façon W, qui est une façon de faire du vélo, ou bien on suppose qu'on peut connaître propositionnellement une façon pratique de faire du vélo sans pour autant savoir faire du vélo. De la même manière, on peut connaître propositionnellement la façon pratique dans laquelle Glenn Gould joue une sonate de Bach sans pour autant savoir jouer du Bach à la manière de Gould.
Il s'ensuit de ce que nous avons vu que la connaissance pratique n'est pas réductible à la connaissance propositionnelle et qu'elle consiste dans le fait d'avoir des aptitudes pratiques manifestes ou manifestables dans des mondes possibles suffisamment proches du nôtre. Donc, on tourne à la linguistique Chomsky et les problèmes de Platon, la compétence linguistique comme connaissance propositionnelle. Selon Chomsky, la langue est à l'apanage unique de l'espèce humaine et semble faire partie de notre patrimoine biologique et ne présenter que des variations mineures entre les êtres humains, à part que pour certaines maladies graves. Selon Chomsky, une personne qui parle une langue a développé un système de connaissances ayant avec une certaine représentation dans notre esprit et, en dernière instance, réalisée physiquement dans le cerveau. Les questions qui se posent sont alors les suivantes. 1. Quel est ce système de connaissances? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit ou le cerveau d'un locuteur de l'anglais ou du français? 2. Comment ce système de connaissances se forme dans l'esprit ou le cerveau du locuteur? 3. Comment utilisons-nous cette connaissance en parlant ou en écrivant? Et 4. Quels sont les mécanismes physiques qui fonctionnent comme base matérielle pour ce système de connaissances et pour son utilisation? La question 2, comment ce système de connaissances se forme dans l'esprit ou le cerveau du locuteur, est un cas particulier de ce que Chomsky appelle le problème de Platon. Comment arrive-t-il que les êtres humains, dont le contact avec le monde est très court, personnel et limité, sont en mesure d'avoir des connaissances si larges, telles que celles qu'ils ont, en effet? Dans le Ménon, Socrate conduit à travers une série de questions un jeune esclave inculte à découvrir un cas particulier du théorème de Pythagore. Il estime ainsi avoir montré que l'esclave connaît déjà les principes de la géométrie. Ceci pose un problème qui n'a pas encore été résolu selon Chomsky. Comment le jeune esclave a pu trouver la vérité de la géométrie sans instruction ou information? Platon répond en faisant appel à la théorie de la réminiscence. Il suggère que cette connaissance est rappelée d'une existence précédente et réveillée dans l'esprit de l'esclave par les questions posées par Socrate. La variation contemporaine de cette réponse partagée par Chomsky est que certains aspects de notre connaissance et de notre compréhension sont innés, c'est-à-dire qu'ils font partie de notre patrimoine biologique génétiquement déterminé, tout comme les éléments de notre nature commune qui font que nous avons des bras et des jambes et pas des ailes. Ainsi, selon Chomsky, la solution au problème de Platon doit se fonder sur l'attribution des principes fixes de la faculté de langage à l'organisme humain dans le cadre de son patrimoine biologique. Ces principes reflètent la façon dont l'esprit humain fonctionne au sein de la faculté de langage. La question 3, comment utilisons-nous cette connaissance en parlant ou en écrivant, par contre, est un cas particulier de ce que Chomsky appelle les problèmes de Descartes, qui concerne l'aspect créatif du langage. Notre usage du langage est constamment innovant, ne connaît pas de limites, exempt de stimuli externes ou de temps intérieur, est cohérent et approprié aux situations, et évoque dans ceux qui écoutent des pensées qui auraient pu être exprimées par les parlants de manière analogue. Dans un discours, on ne répète pas tout simplement ce qu'on a entendu dans le passé, mais on produit de nouvelles formes linguistiques.
Enfin, la question 4, c'est-à-dire la question quels sont les mécanismes physiques qui fonctionnent comme base matérielle pour ce système de connaissances et pour son utilisation, est relativement nouvelle. Et selon Chomsky, nous sommes encore loin d'en trouver une réponse ou la réponse. Les questions 1, 2, 3 relèvent par contre d'un type de linguistique que Chomsky a lui-même inauguré et qu'on peut considérer comme faisant partie de la psychologie cognitive. Les réponses aux questions 1, 2, 3 guident selon Chomsky la recherche empirique visant à répondre à la question 4 qui à l'inverse ne serait quoi chercher et serait donc aveugle. Cependant, les questions 1, 2, 3 ont été assimilées l'une à l'autre, ce qui a conduit à des erreurs graves selon Chomsky. En particulier, ceci a conduit à l'idée que parler et comprendre une langue consiste en avoir une connaissance pratique, similaire à celle de faire du vélo ou de jouer aux échecs, etc. De ce point de vue, de surcroît, l'aspect créatif du langage est expliqué, selon Chomsky, en termes d'analogie entre les phrases précédemment entendues et celles produites ex novo. Selon lui, cette vision est motivée par des scrupules antimentalistes qui dépendent autant d'une conception erronée du mentalisme que de l'assimilation erronée de la connaissance à des aptitudes ou des capacités. Chomsky avance donc des arguments contre l'idée que la compétence linguistique est une sorte de connaissance pratique. Le premier argument tient à observer que les locuteurs, également compétents, peuvent différer quant à leur capacité linguistique. Par exemple, l'un peut parler de manière prosaïque, l'autre de manière poétique. Cet argument, toutefois, repose sur l'assimilation incorrecte de l'aptitude syntaxique sémantique à celle pragmatique, c'est-à-dire à celle qui relève de l'usage de la langue dans des contextes déterminés. Il est certain que la compétence pragmatique diffère dans les deux cas, alors que les deux savent parler leur langue et donc, du moins à un certain niveau d'abstraction, ont la même compétence syntaxique sémantique. Ceci, cependant, ne montre pas que la compétence syntaxique sémantique n'est pas à son tour de type pratique. Donc, c'est un non sequitur. Un autre argument avancé par Chomsky tient à observer que la capacité d'utiliser une langue en fonction du contexte peut s'améliorer sans que des changements se produisent dans la connaissance syntaxique sémantique. C'est évidemment vrai, mais ceci ne montre pas non plus que la compétence syntaxique sémantique n'est pas pratique. L'argument le plus important avancé par Chomsky tient au fait que la capacité peut être endommagée, par exemple à la suite d'un accident, alors que la connaissance reste intacte, comme il est prouvé par les faits qu'après la guérison, on se remet à parler la langue qu'on l'a parlé avant et pas une autre. Selon Chomsky, ceci montre que nous avons enregistré dans la mémoire, au niveau subpersonnel, une série de règles qui sont maintenues même là où nous avons perdu la capacité de les utiliser et que l'acquisition d'une langue tient à connaître ces règles. Par exemple, cette connaissance tient à savoir que chaque phrase bien formée a la forme sujet-verbe et que, au moins dans certaines langues, comme l'italien, le lieu du sujet peut être occupé par un paramètre qui s'appelle le sujet nul, c'est-à-dire un paramètre qui fait partie de la grammaire profonde de la langue, mais ne trouve aucune réalisation dans la grammaire de surface ou superficielle. À cet argument, on peut répondre encore une fois en distinguant entre la capacité et sa manifestation.
Une personne pourrait encore avoir la capacité, mais ne pas être en mesure de la manifester pour des raisons différentes. En effet, dans le cas considéré par Chomsky, il est clair qu'une fois disparue la cause de l'empêchement temporaire, par exemple un hématome qui presse sur une partie du cerveau, la personne est de nouveau en mesure de démontrer sa capacité à parler la langue. Un peu comme le cycliste qui s'est cassé une jambe, mais est en mesure de manifester sa capacité de faire du vélo dans un monde possible dans lequel il n'a pas la jambe cassée. Chomsky, en quelque sorte, anticipe cette réponse lorsqu'il observe que dans le sens commun, nous n'avons pas deux concepts de capacité, mais un seul, lié au fait que les capacités peuvent être manifestées et en fait, elles sont manifestées. À cette réponse, on peut cependant répliquer qu'il n'est pas évident que pour le sens commun, les capacités soient là seulement si elles sont toujours manifestées. Comme on l'a vu, il semble légitime de pouvoir dire qu'on a maintenu une capacité, même lorsqu'on n'est plus en mesure de la manifester. D'autant plus dans des cas comme celui considéré par Chomsky, dans lequel l'empêchement à la manifestation de la capacité est temporaire et plus tard éliminé. S'il était permanent, par contre, il ne serait pas clair que l'on puisse encore dire que le locuteur connaît les règles de bonne formation des phrases, encore qu'il ne puisse mettre ses connaissances en pratique. Ainsi qu'il n'est pas clair, dans des cas permanents, que les sujets maintiennent la capacité, mais n'est plus en mesure de la manifester. Face à des dégâts permanents, donc, les intuitions deviennent plus faibles, mais les deviennent autant pour les capacités que pour la connaissance des règles. D'autre part, nier que le sujet ait la capacité de parler parce qu'il ne peut pas la manifester momentanément, il serait un peu comme avoir nié à Pavarotti la capacité de faire un dos de poitrine car il a été enrhumé, comme moi aujourd'hui. De toute manière, on pourrait aussi dire que le sens commun ne nous aide pas à bien comprendre la relation entre la possession d'une capacité et sa manifestation et observer que, de même que la science est pleine de constructions théoriques qui vont au-delà du sens commun, par exemple, l'idée de simultanéité dans la théorie de la relativité est très différente de celle du sens commun. Ainsi, la linguistique, la philosophie de l'esprit et les sciences cognitives peuvent et probablement doivent affiner les concepts du sens commun pour établir des distinctions utiles d'un point de vue théorique. Deuxièmement, nous devrions mieux comprendre les sons dans lesquels notre capacité syntaxique sémantique, en supposant qu'elle soit régie par des règles, consiste à avoir une connaissance propositionnelle de celle-ci. D'abord, s'il s'agit de règles, il ne s'agit pas de propositions, c'est-à-dire de quelque chose qui peut être vrai et faux. Donc, ceci est déjà un premier aspect dans lequel la connaissance prétendue des règles se distingue du fait de savoir, par exemple, que Rome est la capitale d'Italie. Mais laissons de côté ces aspects et concentrons-nous sur le fait que la capacité linguistique est guidée par l'effet de savoir, par exemple, qu'une phrase doit avoir un sujet, soit-il nul ou pas, pour être correcte. Bien sûr, on ne peut pas demander que cette capacité soit guidée par une connaissance discursive de cette règle, parce qu'alors la plupart des locuteurs ne pourraient avoir aucune compétence linguistique. On parle en conséquence, nous avons déjà vu ça, de connaissances tacites. Ces règles qui nous guident lorsque nous formons des phrases bien formées ou lorsque nous reconnaissons que certaines le sont, seraient inscrites quelque part inaccessibles à la conscience. Un aspect qui ne semble pas très convaincant est l'idée des règles inscrites quelque part dans un programme qui tourne dans notre cerveau
ou bien dans le cerveau lui-même. Personne n'a les programmes déjà chargés, car l'exposition à la langue est nécessaire pour commencer à parler. Et il n'y a aucune inscription matérielle des règles dans le cerveau, bien que, évidemment, le cerveau a une fonction déterminante. La métaphore de l'esprit comme un ordinateur qui a inspiré autant de recherches dans les années du boom des sciences cognitives doit être prise, je crois, avec Occum Grano Salis. Le second aspect important relié au précédent a à voir avec la nature des règles et avec leur provenance. Si elles ne sont pas déjà inscrites quelque part dans notre esprit ou dans nos cerveaux, sont-elles opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles nous guident dans la production et la reconnaissance des phrases bien formées, ou sont-elles seulement identifiées ex post pour rendre compte d'une capacité qui semble structurée et non pas aléatoire? Une capacité, c'est-à-dire dans laquelle on distingue entre comportement correct et incorrect, et où, de ce fait, tout comportement n'est pas accepté comme correct. De plus, s'il ne s'agit pas seulement de règles ex post, utilisées pour décrire d'un point de vue théorique une compétence qui apparaît comme structurée et comme normative, s'agit-il de règles innées ou acquises? Évidemment, si on opte pour la thèse qu'il s'agit de règles identifiées seulement ex post, afin de rendre compte d'un point de vue théorique de la pratique effective, alors l'idée qu'en fait nous connaissons ces règles et nous ne limitions pas à nous comporter d'une manière que l'on peut décrire par leur biais, tombe à l'eau. De même, tombe à l'eau aussi la thèse que la compétence linguistique est un cas de connaissance propositionnelle dans lequel d'ailleurs les règles sont innées. Le cas le plus favorable pour Chomsky est donc celui dans lequel il est admis que ces règles guident réellement notre comportement linguistique. Ainsi, la querelle se déplace sur le plan de l'origine de ces règles, c'est-à-dire si elles sont innées ou acquises. Maintenant, il semble assez évident pour quiconque ait eu à traiter avec des enfants que le temps d'apprentissage d'une langue, d'un point de vue phonologique, autre que syntaxique, sémantique et pragmatique, est assez long et implique un processus complexe qui comprend une exposition à la langue et donc à la mise en œuvre de ces règles, en plus que d'une série de commandes et corrections. Les règles sont alors apprises ou bien pratiquement, c'est-à-dire en observant comment elles sont suivies par des adultes et en se comportant de manière analogue, ou bien explicitement, grâce à leur communication de la part d'un adulte, ou bien encore à travers la correction de la part d'un adulte des comportements non conformes. Évidemment, si tout va bien, les règles sont adoptées et intériorisées et ne sont pas présentes à la conscience au moment dans lequel on agit conformément à elles. Mais cela ne signifie pas du tout qu'elles sont innées. La seule chose qui est innée est évidemment ce qui met le cerveau en condition de se conformer de telle manière à donner lieu à des comportements en accord aux règles qui régissent notre compétence linguistique. À ce stade, on peut se demander si, à la fin, en s'opposant au mentalisme et au nativisme de Chomsky, on a paradoxalement produit un argument à l'appui de sa thèse la plus générale, qui de facto est indépendante de ces principes, selon laquelle la compétence sémantique est une forme de connaissance propositionnelle et pas pratique. L'idée semblerait être ici, en effet, que même si elles sont apprises, il y a des règles qui guident notre comportement linguistique, de sorte que le fait de savoir qu'une phrase est correcte seulement si elle a la forme sujet-verbe, guiderait notre production linguistique.
Plus généralement, par conséquent, connaître une langue tiendrait principalement à connaître ses règles plutôt que d'en savoir faire quelque chose. Pour aborder ce problème, il faut considérer ce qui fait que nous connaissons une règle dans ce contexte. En fait, à regarder les choses de près, ceci ne peut pas être simplement une connaissance propositionnelle ou une forme quelconque de savoir que ce qui pourrait fonctionner seulement si ce qui est connu est le contenu d'une règle et pas vraiment une proposition qui peut être vraie et faux. L'exemple célèbre de Lewis Carroll d'Achille et la tortue illustre bien ce point, je crois. Il en illustre aussi beaucoup d'autres, mais nous ne nous arrêtons ici que sur ceci. La tortue connaît de manière propositionnelle la règle qui constitue le modus ponens, c'est-à-dire si P alors Q, P donc Q, mais ne déduit pas la conclusion Q, les prémices étant données. La tortue ne sait pas faire ce que la règle prescrit et, donc, dans le seul sens important dans ce contexte, elle ne sait pas déduire un accord ou modus ponens. Cela montre que peu importe combien de règles on connaît de manière propositionnelle, savoir parler une langue, de même que déduire, et avant tout, en savoir agir, ainsi que la règle qu'on a appris le prescrit. En d'autres termes, la compétence linguistique est principalement de nature pratique et elle est donc en savoir comment plutôt qu'en savoir que, bien que ce qu'on nous demande de faire soit de se comporter conformément aux règles que nous avons apprises pratiquement ou explicitement. Donc, sur la connaissance pratique et les données empiriques. Comme on le sait, Chomsky soutient autant nativisme que l'idée que la compétence linguistique consiste essentiellement en connaître le contenu des règles syntaxiques, sémantiques et phonologiques de la langue sur la base de certaines données empiriques qui, selon lui, ne pourraient pas être expliquées autrement. Comme toutes les inférences à la meilleure explication, ou, comme il dit Peirce, comme tout cas d'abduction, cependant, même celle de Chomsky ne conduit pas à des conclusions certaines. Le premier fait empirique relevant à ce propos est celui que nous avons déjà mentionné, à savoir le fait que les enfants sont rapidement en mesure de parler correctement en dépit de la pauvreté du stimulus, à savoir qu'ils sont exposés seulement à un certain nombre de phrases, d'ailleurs pas toujours exactes ou complètes, et en dépit de ceci, ils sont rapidement en mesure de former de manière correcte de nouvelles phrases jamais entendues avant. En outre, selon Chomsky, les enfants n'effectuent pas des erreurs syntaxiques d'un certain type, même lorsque les constructions correctes sont beaucoup plus complexes que celles incorrectes, et ceci en absence d'instructions explicites. D'autres indices qui suggèrent que la faculté du langage est innée et commune à l'ensemble de l'espèce tiennent au fait qu'aussi des êtres humains souffrant de maladies graves, comme le syndrome de Down, acquièrent une langue, et ceci aussi pour des enfants aveugles de la naissance. De plus, selon Chomsky, la vitesse d'acquisition du lexique chez l'enfant ne laisse pas de véritable alternative à la conclusion que l'enfant dispose en quelque sorte des concepts avant l'expérience de la langue et qu'il est essentiellement en train d'appliquer des étiquettes qu'il appose à des concepts qui font déjà partie de son appareil conceptuel. Cela explique aussi, selon lui, parce que les définitions peuvent être inexactes et pourtant utiles, pourvu qu'elles se rapportent à des capacités conceptuelles qui leur préexistent.
Chomsky soutient également que des concepts de base tels que les concepts d'objets physiques, d'intention humaine, de volonté, de cause, de but, etc., sont hiérarchiquement ordonnés et ne font pas simplement une liste, mais sont compositionnels. Toutes ces données, cependant, ne sont pas incompatibles avec l'antinativisme et avec l'idée que parler une langue est une connaissance pratique et pas propositionnelle, où ce qu'on devrait savoir est le contenu des règles allant de la phonologie à des aspects syntaxiques sémantiques. Pour ce qui est de la vitesse d'acquisition d'une langue et de la pauvreté du stimulus, il faut observer que les types de connaissances pratiques qu'on acquiert dans les 4-5 premières années de vie nécessitent en réalité de beaucoup de temps. Il faut des mois, voire des années, pour fixer certains aspects phonologiques, sans parler de la morphologie et de la syntaxe, qui sont extrêmement variables d'une langue à l'autre. Il semble donc plutôt que les enfants sont engagés en un processus de tâtonnement, ou par trials and errors, qui les occupe pendant une longue période. En outre, la formation et l'apprentissage qui ont lieu dans ces phases de la vie ne sont pas à étendre comme une sorte de conditionnement pavlovien. On n'habitue pas les enfants à répéter toujours les mêmes mots et les mêmes phrases. On leur parle dans une variété de situations contextuelles qui ne sont ni fixées ni prédéterminées, bien que souvent elles soient récurrentes. Il semble clair qu'un aspect qu'ils apprennent sans qu'elle leur soit explicitement enseignée, probablement parce qu'ils les trouvent appliqués continuellement, est la compositionnalité de la langue. La compositionnalité étant donnée, une fois que des termes sont connus, on peut facilement créer de nouvelles phrases jamais entendues avant. Ainsi, la créativité linguistique ne s'explique pas seulement en faisant appel au nativisme. En général, la connaissance pratique d'une langue régie par des règles qu'on acquiert peut être transmise, et il est de facto, même sans donner des règles explicites, mais en ayant recours seulement à des exemples. Pas étonnant donc qu'en dépit du fait qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de règles explicites, les enfants prenant part à des activités caractéristiques de l'enseignement linguistique apprennent pratiquement plusieurs règles phonologiques ainsi que morphologiques, syntaxiques, sémantiques. L'idée que les concepts sont innés et que ce qu'on apprend ne sont que des étiquettes servant à les nommer mériterait une discussion séparée, ce qui nous mènerait trop loin. Je me réfère seulement aux études importantes de Tyler Burge sur la perception et la critique à la thèse soutenue par Elizabeth Spelke et d'autres psychologues du développement que les capacités perceptives que les enfants manifestent des premiers mois de leur vie dépendent de l'exercice des concepts innés comme les concepts d'objets, couleurs, numéros, etc. Comme Burge l'observe, l'on peut expliquer ceci sans attribuer des concepts qui sont généralement identifiés par contre sur la base de capacités inférentielles assez complexes, mais en reconnaissant en revanche l'existence d'attributs perceptifs. Donc la perception a une structure, mais la structure n'est pas donnée par les concepts. Ceci peut faciliter l'acquisition des concepts correspondants, ce qui se produit par le biais de l'exposition aux langues et par l'enseignement à participer à des activités qui impliquent l'utilisation constante de notre appareil conceptuel. Par exemple, nous enseignons aux enfants à prendre part à des activités dans lesquelles les objets physiques sont censés exister, même quand ils ne sont pas perçus. Souvent, nous jouons avec eux le jeu du coucou, qui est une façon de leur transmettre l'idée qu'une personne ne disparaît pas tout simplement car elle est temporairement cachée. Le plaisir,
je crois, que les enfants et les adultes prennent en jouant ce jeu, qui se manifeste dans le sens de surprise qu'ils éprouvent quand ils voient la personne cachée qui réapparaît, serait difficilement explicable si on est donné pour acquis qu'ils savent déjà que les personnes, en tant qu'entité physique, ne disparaissent pas du fait d'être temporairement cachées. Pour ce qui est du fait que la faculté du langage est innée et propre à notre espèce et qu'elle est manifestée aussi chez des sujets atteints par des maladies graves, comme le syndrome de Down ou la cécité, il serait utile de faire une distinction, je crois. D'une part, en effet, on ne veut pas nier que, contrairement à d'autres espèces, nous avons une structure cérébrale biologiquement déterminée, ce qui nous permet d'apprendre une langue en présence de stimuli appropriés. D'autre part, notez ici, ceci n'est pas la même chose que de concéder que nous avons la connaissance propositionnelle innée des règles qui régissent la formation des phrases correctes. En outre, toutes les pathologies ne sont pas compatibles avec la capacité d'apprendre une langue. Évidemment, le syndrome de Down et la cécité le sont. Mais la surdimutité nécessite déjà d'un type d'enseignement différent et spécifique pour permettre cet apprentissage, consistant dans l'utilisation d'un système de signes. Enfants de déficits neurocognitifs différents du syndrome de Down, tel le syndrome de Rett, dans lequel les enfants n'apprennent pas la langue dans sa forme classique, empêchent l'acquisition d'une langue. Donc, pour conclure, dans cet exposé, nous avons vu comment la connaissance pratique n'est pas réductible à la connaissance propositionnelle. Nous avons également vu comment la théorie de Chomsky, que la connaissance linguistique n'est pas de nature pratique, mais consiste à posséder un système inné de règles, est discutable, autant pour des raisons de principe que pour des raisons d'adéquation empirique. En particulier, les arguments de Chomsky sont discutables, tandis que les données empiriques, qui selon lui peuvent s'expliquer seulement si on accepte sa théorie, ne sont pas toujours aussi solides. Et lorsqu'ils le sont, ils peuvent être expliqués par le biais d'une conception pratique de la compétence linguistique. Merci. Merci infiniment pour ce bel exposé. Je vais lancer la discussion, mais je pense que je voudrais aussi que pas mal de personnes interviennent dans la salle, donc je tâcherai d'être, pour commencer, brève. Je voulais juste t'interroger sur le point concernant ton analyse de Williamson. Mm-hmm. Tu as conclu de ta présentation que, au fond, la position de Williamson ne permettait pas du tout de rendre compte de quelque chose comme un savoir pratique, puisque, au fond, d'une part, ce savoir pratique, si on l'alignait sur une forme de savoir théorique, ne permettait pas vraiment d'avoir un savoir pratique. Et si en revanche on considérait qu'il proposait une forme d'alternative à d'autres conceptions qu'on pourrait avoir du savoir pratique, finalement restait quelque chose de totalement inopérant. Mais je me demande si en même temps ta conclusion ne s'autorise pas du fait que tu postules déjà, en fait, une certaine conception toi-même de ce que c'est que la connaissance pratique, que tu as petit à petit élucidée, en quelque sorte. Tu as parlé à certains moments de connaissance tacite, à d'autres moments, tu as dit que c'était quelque chose comme une certaine manière de suivre des règles.
Mais ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que... Tu as parlé aussi du témoignage. Et la question que je souhaiterais te poser, c'est est-ce que tu considères au fond que tous ces éléments constituent la connaissance pratique, savoir donc une forme de connaissance tacite, le fait qu'on ait à suivre des règles, le fait qu'on ait à donc s'appuyer éventuellement sur des témoignages. Est-ce que c'est cet ensemble qui, selon toi, est vraiment définitionnel de la nature du savoir pratique, auquel cas on peut objecter que oui, mais c'est peut-être ça qu'il s'agit justement d'élucider. Bon. Ou bien est-ce que dans ta conception de la connaissance pratique, il y a certains de ces aspects que tu privilégies? C'était un peu une question de clarification, parce qu'il m'a semblé que ta réponse à l'argument williamsonien repose quand même d'emblée sur une certaine conception de la connaissance pratique, dont je ne suis pas sûre qu'on ne puisse pas te dire oui, mais finalement, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. Donc, l'argument contre Williamson et Stanley a la forme d'un dilemme. Donc, selon Williamson et Stanley, il y a une manière pratique de faire quelque chose. Et ça explique le savoir commun ou le savoir pratique. Mais j'ai observé que si on dit ça, nous n'avons pas réduit la connaissance pratique à la connaissance propositionnelle. Nous avons seulement dit qu'il y a une façon W qui est une façon de faire quelque chose. Mais nous n'avons pas expliqué ce qui concerne la façon W qui est une façon de faire quelque chose comme faire du vélo. Donc, il y a un problème ici parce que je pense que Williamson et Stanley voudraient fournir une réduction de la connaissance pratique à la connaissance propositionnelle. Et avec la description qu'ils donnent, ils ne font pas ça. Par contre, si on dit qu'il y a une connaissance propositionnelle, vraiment propositionnelle, c'est évident que je peux avoir une connaissance propositionnelle d'une façon pratique de faire quelque chose. Par exemple, j'aime beaucoup la musique de Gould, okay? Et donc je sais parfaitement, de manière propositionnelle, comme Gould joue pratiquement du Bach, mais ça n'est pas une connaissance pratique, c'est une connaissance théorique d'une manière pratique de faire quelque chose. Donc ça c'est l'argument contre Stanley et Williamson. Donc le résumé est que d'un part, il ne donne pas une réduction du savoir pratique au savoir théorique. Et par contre, si vraiment ils sont en train d'expliquer les savoirs pratiques en termes de savoir théorique, il y a quelque chose qui échappe, qui ne marche pas. Donc, ça, c'est le problème pour moi, avec leur analyse. Pour ce qui concerne la seconde partie de ta question, Claudine, c'est très difficile à répondre exactement est-ce que ce que je crois de la connaissance pratique. Et donc, pour commencer, je pense qu'on ne peut pas fournir une définition de la connaissance pratique. Et seulement, je ne suis pas en mesure de fournir une définition de la connaissance pratique. Est-ce qu'il y a toujours
une connaissance des règles dans la connaissance pratique. Ça, ce n'est pas clair. C'est clair dans le cas du langage, je pense. Donc, on doit connaître des règles de formation des phrases pour parler une langue. Et beaucoup d'autres choses, évidemment. Des règles phonologiques, donc il y a une différence si elle est un parlant natif, un locuteur natif d'italien ou de français qui est dans l'exposé, donc, parce que je n'ai pas appris les règles phonologiques à un moment approprié. Mais il y a d'autres cas de connaissances pratiques. Par exemple, je peux faire du pasta ou quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être des règles un peu vagues, je pense, mais ce n'est pas clair qu'il y a justement cette règle. Et seulement cette règle-là sont les règles correctes qu'on doit suivre pour faire des pâtes. Tu as parlé aussi des connaissances tacites. Ça, c'est encore... Oui, j'ai parlé de ça. Mais en fait, dans mon exposé, quand j'ai parlé de connaissances tacites, j'étais en train de discuter un peu ce que, en fait, beaucoup de philosophes, et non seulement des philosophes, ont dit sur la connaissance des règles qui régissent la connaissance du langage. Parce qu'évidemment, si la connaissance de ces règles n'est pas tacite, aucune a connaissance de ces règles-là, ne peut pas sauf les théoréticiens. Donc, je pense que la connaissance tacite va être admise à un certain niveau. Mais c'est un peu difficile de dire exactement le contenu de la connaissance tacite à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la même forme qu'un spécialiste je ne sais pas, de linguistique peut fournir des règles de la langue ou c'est un peu différente. Le problème est que si la connaissance est vraiment tacite, nous ne connaissons pas le contenu exact de ce que nous sommes censés savoir tacitement. Et donc, il y a toujours ce problème-là avec la connaissance tacite. D'un part, on voudrait dire qu'il y a la connaissance tacite, mais d'autre part, c'est toujours difficile de trouver le contenu exact de ce qu'on doit connaître de manière tacite. Et sur le témoignage, donc ça c'est un sujet très intéressant, je pense, et très difficile, mais c'est vrai que la plupart de notre connaissance linguistique est acquise par le biais de la témoignage. Et il y a aussi d'autres cas comme ça. Mais peut-être ce n'est pas toujours la même chose. Par exemple, je peux apprendre à faire quelque chose de nouveau sans le témoignage de quelqu'un qui m'a dit comment je dois faire pour faire cette chose-là. Donc, il y a cet élément-là que tu as présenté, mais je ne suis pas sûre qu'il y a toujours tous les mêmes éléments dans la connaissance pratique.